Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de conférences organisées sur 2 jours par Stratégie, par le magazine Stratégie, pour parler naturellement de la révolution des formats impulsés par les nouveaux médias. Et après avoir traité hier du nouvel âge d'or de l'audio, nous allons ce matin nous intéresser à la révolution des usages et des formats vidéo. Ça tombe bien puisque les salles de cinéma rouvrent aujourd'hui. On sait que pendant la fermeture des salles de cinéma, il y a eu une grosse consommation de vidéos, plutôt à domicile ou dans les déplacements, mais en dehors en tout cas des salles de cinéma, et avec notamment un certain nombre de producteurs, d'éditeurs, de diffuseurs de vidéos qui ont bien profité de ce contexte. On va en parler, on va voir surtout comment ils ont inventé et réinventé la vidéo. Nous allons aborder cette thématique en 2 temps. Tout d'abord, un entretien avec le président et cofondateur de l'éditeur de contenu Brut, Guillaume Lacroix. Et puis, nous allons faire une interview de 20 minutes, suivie d'une petite séance de questions-réponses avec vous, qui nous avez fait le plaisir de vous inscrire pour participer à cet événement. Et puis, nous enchaînerons à partir de 10 heures par 3/4 d'heure de table ronde avec 3 intervenants, puisque nous recevrons un représentant de l'agence Média Initiative, un expert dans le domaine du digital et de la data, c'est Jean-Damien Agurto-Lévy. À ses côtés, Alexandre Delperrier, responsable de l'éditorial d'un opérateur historique de l'Internet, Yahoo, détenu par le groupe Verizon. Et puis enfin, un représentant d'un jeune acteur de la vidéo qui fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, puisqu'il s'agit de TikTok, avec son responsable des partenariats avec les agences, en l'occurrence Florian Chavanel. Alors, nous vous invitons bien sûr pendant tout ce webinaire à réagir pendant le déroulement grâce au chat que vous avez sur la fenêtre qui vous est ouvert pour vos commentaires et pour vos questions. Je vois que ça commence déjà. Nous essaierons de les prendre en compte au fur et à mesure pendant le déroulement de la table ronde. Merci à toutes et tous et nous commençons avec un entretien avec donc Guillaume Lacroix. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Je suis désolé de vous priver de terrasse à cette heure-là, mais on a patienté, ou certains ont peut-être commencé avant. En tout cas, on va revenir sur cette success story. On peut parler de success story avec Brut. On a titré Brut, l'école des nouveaux formats. Ravi de vous accueillir parce que surtout Brut a pris en fait une place particulière dans le paysage de la vidéo avec des chiffres qui, il faut le dire, donnent le vertige, puisque le nombre de visionnages ne s'exprime plus en milliers ou en millions, mais carrément en milliards. Alors, vous êtes, Guillaume, un ancien de la télévision, comme beaucoup d'ailleurs de ceux qui vous accompagnent dans cette aventure de Brut, qui a commencé il y a maintenant un peu plus de 4 ans. C'était quoi pour vous l'idée de départ? C'était de faire autre chose justement que de la télévision, parce que vous trouviez celle-ci trop formatée, peut-être parce que vous estimiez que ces jours étaient comptés, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Non, on a créé Brut avec Renaud Levanquim parce qu'on était frustrés de ne pas pouvoir utiliser la conversation sociale à la télé. On produisait, moi je coproduisais avec Renaud Le Grand Journal par exemple. On voyait bien qu'on démarrait des conversations sociales et qu'on avait un impact dans la société, mais on ne pouvait pas poursuivre ces conversations à travers les réseaux sociaux. En 2016, juste avant la campagne présidentielle, on avait en tête quelque chose qui ressemblait à Brut pour la télévision. On n'a pas réussi à le vendre. Alors, soit on était très mauvais vendeur, soit l'idée n'était pas super sur le papier. Et du coup, de frustration, moi j'ai envoyé un texto long comme le bras à Renaud en disant écoute, il y a 30 millions de personnes sur Facebook chaque jour. Les médias traditionnels, ils ne sont pas vraiment. Il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Il y a une année d'élection électorale présidentielle qui arrive. Engageons-nous là-dedans et puis faisons ce qu'on sait faire. Et c'est parti comme ça. Et alors, pendant plusieurs années, faire de la vidéo sur le net, c'était quand même plus ou moins reproduire, décliner ce qu'on faisait à la télévision. Et puis, est-ce qu'il a fallu pour vous essayer de créer autre chose, justement, de nouveaux formats, peut-être plus courts, plus produits, plus rythmés, essayer d'inventer une nouvelle écriture? En fait, il y a plusieurs choses. C'est que l'énorme différence qu'il y a entre la télévision et les réseaux sociaux, c'est que vous avez un feedback instantané de la communauté et vos vidéos, elles sont autant faites pour être partagées que vues. Enfin, elles sont même plutôt faites pour être partagées que vues. Partagées à travers la conversation sociale. Donc, en fait, quand vous vous mettez dans cet état d'esprit, vous ne faites pas la même chose qu'à la télévision. Donc, il y a
Mais on a beaucoup évolué aussi en 4 ans et demi. Quand on a lancé Brut, c'est marrant, on regardait ça avec Laurent Lucas il n'y a pas longtemps, qui est le patron éditorial de Brut. Au début de Brut, on faisait beaucoup de mash-up, on faisait beaucoup de parodies, de satire, etc. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que Brut était plutôt un média au premier degré. Et donc, on a calmé tout ça et on s'est beaucoup concentré sur des histoires à hauteur d'hommes ou de femmes, avec des arches universelles. Et c'est beaucoup, et on s'est emparé de valeurs qui n'étaient pas du tout traitées, enfin, ou très peu traitées par les médias traditionnels. Je me souviens quand on a lancé Brut, on a fait une étude de Smart Social Data un peu après le lancement. Donc, ça devait être janvier 2017. Sur la part de voix de la conversation autour du droit des femmes sur les réseaux sociaux en France. Quand on a fait l'étude, la part de voix, c'était moins de 0,5%. Donc, et d'ailleurs, si vous continuez à faire, si on faisait l'étude aujourd'hui, on s'apercevrait que ça reste relativement faible, malgré des acteurs comme nous qui poussons ces conversations très, très puissamment. Il y a une énorme différence, en fait, entre le bruit de l'actualité, on va dire, et la réalité des conversations sociales. Voilà. Puis après, en allant, la data nous a aussi beaucoup aidé à mieux comprendre comment on devait raconter les histoires. Mais souvent, Brut est ramené à sa forme. Je pense que c'est pas très juste. La forme, elle est liée aux réseaux sociaux. On met des sous-titres parce que 60-70% de nos vidéos sont consommées sans le son. C'est du format carré ou vertical parce qu'il y a plus d'engagement sur un téléphone portable quand vous avez une vidéo full verticale que 16/9. Bon, donc ça, c'est des choses pratiques, mais je ne pense pas que ça soit ça qui définisse Brut. Je pense que ce qui définit Brut, c'est une éditorial basée sur des valeurs très générationnelles et puis basée sur la conversation sociale. Vous voulez dire que la forme doit être au service du fond et pas l'inverse. Ouais, c'est vrai tout le temps, hein, mais c'est pas ce qui nous résume, en tout cas. Ouais. D'ailleurs, le succès on a lancé une offre de streaming Brutix il y a 6 semaines. On a fait 30% de notre objectif annuel en 1 mois. Et c'est pas pour autant, c'est pas du format court sous-titré pour les réseaux sociaux. Donc c'est bien qu'il y a c'est surtout le fond qui prime. De toute façon, moi je pense que tous les créateurs de contenu, les journalistes, les producteurs et ceux qui interviendront derrière à la table ronde, évidemment que le fond, on l'emporte surtout, oui, c'est sûr. On va y venir à Brutix, etc. Néanmoins, il y a quand même quelque chose sur la forme qui était important, je pense, qui a quand même un peu révolutionné, qui a fait quand même le succès de Brut. C'est le fait, je crois, le constat que vous faisiez au départ, c'était tout simplement que le premier écran sur lequel on allait le regarder, c'était celui-ci. Oui, bien sûr. C'était l'écran de téléphone, donc ça voulait dire quand même, est-ce qu'il fallait quand même avoir des formes adaptées? En fait, les réseaux sociaux et le téléphone, ça permet de découvrir du contenu. Ça permet de découvrir du contenu de manière relativement rapide. Je veux dire, tous les chiffres qu'on a un peu partout, c'est que, et c'est vrai pour l'ensemble des plateformes, c'est qu'en moyenne, les gens, il leur faut 1 minute pour comprendre l'idée, avoir envie d'en savoir plus et consommer. Voilà. Donc, le téléphone mobile, c'est un endroit de découverte de l'information ou de l'entertainment à travers la conversation sociale, de manière plutôt courte, de manière gratuite. Tous les gens qui ont essayé de faire payer ça, ils n'y sont pas arrivés. Et donc, c'est plutôt des médias gratuits appuyés sur la publicité et avec des formats qui sont du coup adaptés à être présents dans un feed. Voilà, vous parliez de TikTok tout à l'heure. TikTok, ils ont amené un scroll full vidéo qui est hyper impactant et qui est très engageant. C'est la démonstration que c'est quand même c'est plus engageant d'avoir de la full vidéo que d'avoir un bout de texte avec une petite vignette. Voilà, donc on a raffiné ça. Ça a été, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça existait déjà aux États-Unis par exemple. Il y a des médias comme Naosis aux États-Unis ou même BuzzFeed, quoique, mais on va dire beaucoup Naosis, ou même Edgy+, qui était l'émanation digitale d'Al Jazeera, faisait déjà ce genre de choses. Donc on n'est pas un pionnier du format en tout cas. Oui. Il y a un mot que vous avez prononcé 2 fois, Guillaume, qui est intéressant. Vous avez parlé d'engagement. Revenons sur le terrain des valeurs et du fond, justement. Est-ce que, pour Brut, il y avait nécessité d'aller justement sur de l'éditorial et sur des contenus
qui suscitait de l'engagement pour être engageant auprès du public? Ça s'est pas fait exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, on n'a pas fait de business plan, on n'a pas fait d'études de marché. En disant, on va parler environnement, on va parler féminisme, non, on va parler... on s'est pas posé ces questions-là. On s'est, c'est quelque chose qu'on partage avec Renaud et Laurent Lucas. Nous, on ne sait pas faire autre chose que ce qu'on a envie de voir. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas parler à des cibles, par exemple. C'est un truc qui m'a toujours effaré. Quand on dit oui, il faut parler à des femmes de 24-35 ans, mais moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, on a fait ce qu'on avait envie de voir. Et il se trouve que Renaud, Laurent, les équipes qui nous ont rejoints dès le départ, on avait toutes ces envies-là. Et on avait envie d'explorer ces sujets autour de l'environnement, autour du droit des femmes, des minorités, du genre, tout ce qui est tourné vers la solution, mais aussi de l'entertainment pur et dur, parce que c'est pertinent du point de vue de la génération. Et ce qui est très drôle 4 ans et demi après, c'est qu'il faut quand même se souvenir qu'on n'a pas réussi à financer Brut au départ. On l'a financé sur nos fonds propres avec Renaud parce que on ne trouvait personne pour le faire, que les 2 premières personnes à avoir eu confiance en nous, et on a eu de la chance, c'est Xavier Niel et puis Delphine Arnott. Mais quand on s'est lancé, moi, tous mes collègues du monde de la télé, moi j'ai fait 10 ans de TF1, puis après j'ai monté une boîte où j'ai beaucoup travaillé pour Canal et France Télévisions. La plupart de mes collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu vas parler d'environnement aux droits des femmes? Tout le monde s'en fout. Voilà. Et on avait un autre truc qu'on avait aussi beaucoup, c'est les jeunes ne s'intéressent pas à la formation. Bon, par résultat, aujourd'hui, on a 14 millions de spectateurs quotidiens en France et 70% en moins de 35 ans. Donc, a priori, je pense que les jeunes s'intéressent à l'information. Et il y avait autre chose, un élément important que vous avez tout de suite intégré, c'est cette notion de viralité sur les contenus. D'abord parce que vous êtes positionné comme un éditeur qui n'avait pas de base en tant que tel, c'était de faire des vidéos qu'on envoyait sur les réseaux, sur Facebook en premier, qui a cru en vous lui aussi assez rapidement, avec des vidéos qu'on partageait. C'est cette notion de viralité qui aussi caractérise ces vidéos? En fait, c'est plus précisément la notion de communauté. Parce que les algorithmes sociaux fonctionnent en cercle concentrique. Et donc, en fait, la vidéo est d'abord proposée à une communauté. On voit l'engagement. Si la communauté est très engagée, ça continue par cercle. Et donc, c'est ça qu'on a assez vite compris et qu'on a assez vite modélisé. Après, la viralité, je trouve qu'il ne faut pas confondre. Comment dire, si on met une vidéo d'un chat qui tombe du 7e étage et qui retombe sur ses pattes, ça sera extrêmement viral. Je suis pas sûr que ça soit contributif à la ligne éditoriale de Brut. Ça pourrait même susciter des vocations malheureuses. Voilà, exactement. Donc, c'est surtout un sujet de communauté. C'est comment on s'adresse à des communautés qui sont engagées. Puis, au fur et à mesure du temps, vous connaissez bien les communautés. Mais c'est un point sur l'utilisation de la data. C'est que, si je reprends l'exemple des conversations sociales autour du droit des femmes, si on était purement data-driven, et si on cherchait à faire que ça, que de la viralité, c'est dangereux parce que quand on s'est lancé, je vous le disais, c'est la part de conversation autour du droit des femmes, c'est moins de 0,5%. Si on était data-driven, on ne l'aurait pas fait. On se serait dit, bon, c'est moins de 0,5%, ça n'intéresse personne. Donc, il faut utiliser la data pour s'informer, pour mieux raconter ces histoires, pour avoir plus de chances de toucher les communautés et de faire partager. Mais je pense que c'est dangereux d'utiliser la data pour déterminer une ligne éditoriale. Et rapidement également dans votre stratégie, et sans doute pour des raisons économiques, on imagine, Brut a intégré la nécessité de parler pas qu'à des communautés, mais aussi aux marques. Quelle a été votre approche par rapport à ça et est-ce qu'elle a évolué? Alors, elle n'a pas tellement évolué parce qu'en fait, quand on a lancé Brut, on ne pensait même pas monétiser. Donc, on avait un business plan qui était vraiment basé sur le programmatique, enfin, c'était n'importe quoi. C'était assez drôle. Mais au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte, c'est plutôt un sujet d'audience. C'est l'audience qui nous suit, donc plutôt des jeunes générations, déteste la pub et adore les marques. Donc, en fait, assez naturellement, on s'est dit comment on peut raconter l'actualité des marques, parce que ça les intéresse. Et comment on peut le faire en restant intègre. Et donc, on a créé un format où
on crée des partenariats avec les marques, on raconte leur engagement, leur transition, etc. On dit non beaucoup. Il y a plein de marques qu'on refuse, soit parce qu'ils ne sont pas du tout alignés avec qui on est, soit parce qu'ils veulent nous utiliser pour faire du greenwashing ou du social washing. Et on a développé, au fur et à mesure, au début, on vendait des petites vidéos en partenariat, et aujourd'hui, on conduit la stratégie de marque pour des grandes marques sur des sujets de responsabilité, de RSE, de diversité, ou même des campagnes plus générationnelles. Et, voilà, et on fait toute la stratégie de marque pour certains clients pan-européennes ou voire globales sur l'année, etc. Donc, on a beaucoup construit aussi autour de la data, on apprend. Les cookies vont disparaître et c'est une vraie opportunité pour des publishers comme nous parce qu'on a une data comportementale très importante et on comprend les générations qui nous suivent. Donc, c'est plutôt intéressant et je pense qu'on va rentrer là dans 2 ans où la fameuse convergence média-commerce va faire que s'accélérer. Et la vision traditionnelle de il y a des médias d'un côté, du commerce de l'autre, on voit bien qu'elle a totalement explosé en Chine depuis longtemps déjà. Et il n'y a pas de raison qu'on ne se comporte pas comme les Chinois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc en France où les Français ne savaient pas utiliser le QR code. Ouais. Bon, le résultat, Snapchat est arrivé, tous les jeunes Français savaient utiliser le QR code en 2 secondes. Puis les trottinettes électriques sont arrivées dans les centres-villes. Et en 45 secondes, tout le monde a compris comment fonctionnait un QR code. Donc, le niveau de disruption qui va arriver dans les 2 ou 3 années qui viennent en médias, je pense qu'on est à peine au début de voir ce qui va se passer. Ce que vous nous expliquez quand même, Guillaume, c'est que quand on travaille avec des marques, il faut être capable de produire quelque chose, avoir une valeur ajoutée, même en tant qu'éditeur. Le but, c'est pas de prendre un spot et de l'intégrer dans la vidéo, de faire un mid-roll, un pré-roll ou ce qu'on veut. En fait, il faut produire quelque chose. L'interruption publicitaire, ça nous intéresse pas. C'est un truc que je fais souvent dans les panels, enfin à l'époque où on pouvait encore se voir en vrai. Et quand vous êtes dans un public, vous dites levez la main si vous aimez l'interruption publicitaire. Jamais personne lève la main. Donc, il y a quand même un sujet avec l'interruption publicitaire. Même si des plateformes comme YouTube, par exemple, ou Snap ont très bien réussi à intégrer plein de formats intéressants. Mais donc, nous, on est plutôt dans un mode narratif qui est considéré que les marques sont une source d'information au même titre que d'autres et que pour peu que ça soit traité de manière intègre et légitime, ça intéresse vraiment les gens. Donc, c'est au mois de novembre dernier, je crois, je ne sais plus si c'est octobre ou novembre, la vidéo qui a fait le plus gros score en France sur Brut, c'est une vidéo avec une marque. Juste parce que vraiment, éditorialement, ça intéresse les gens. Et ce qu'on se dit, nous… Vous pouvez la citer. Hein, c'est une vidéo pour des fabricants de shampoings solides. Donc, sans emballage, etc., très, très respectueux de l'environnement. Et ça a fait des millions et des millions de vues. Donc, encore une fois, c'est plus un problème de traitement. Moi, je pense que ce qui va se passer là pour les marques, d'ailleurs, il y a des grandes marques américaines comme Walmart ou Procter & Gamble, P&G qui sont vraiment en train d'y aller très fort. C'est qu'en fait, du point de vue des générations qui nous consomment, il n'y a aucune raison pour laquelle une marque commerciale ne pourrait pas être un média crédible. Il n'y a aucune raison pour que Carrefour ne devienne pas le média majeur d'information sur l'alimentation, par exemple, du point de vue de ces générations-là. Donc, quand je dis ça, j'imagine que ça peut faire hurler des journalistes sur le sujet. Je me retiens. Voilà, mais ça va arriver. Alors, je ne sais pas si ça va arriver avec Carrefour, mais ça va arriver plus vite qu'on le croit. C'est ce qu'est en train de faire Walmart ou c'est ce qu'est en train de faire P&G, par exemple. Et c'est logique d'intégration média, c'est-à-dire on est en contact tous les jours à travers le média avec nos clients, citoyens, etc. Et puis on va jusqu'au bout du funnel qui va jusqu'à l'achat, mais qui est un achat du coup éduqué. On va y arriver très vite. Ouais. Est-ce que ça veut dire, tout à l'heure vous parliez de la fusion qui est en train de s'opérer entre médias, commerce, contenu, est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer que les vidéos que vous produisez vont servir à faire du live shopping, comme on dit aujourd'hui, d'aller acheter directement ?
Mais le live streaming shopping, il est toujours vu du point de vue du shopping. Il est pas vu du côté du média. Le produit, c'est une commodité. Dans le live streaming shopping, c'est pas le produit le problème, c'est l'expérience et le live. Donc, quand vous êtes un éditeur média et que vous avez une expertise sur ces sujets, c'est super intéressant d'aller là-dedans. Il y a une plateforme américaine qui s'appelle Network, NTWRK par exemple, qui fait du dropshipping de sneakers, de baskets, mais avec des créateurs. C'est que des séries limitées, etc. L'expérience du live stream shopping avec eux, franchement, c'est super divertissant et vous pouvez le regarder sans rien acheter. C'est hyper bien. Donc, encore une fois, on projette beaucoup de choses sur des marchés en se disant le live streaming shopping, c'est purement un play de commerce qui est habillé de médias. Non, c'est une vraie expérience de divertissement hyper intéressante, pour peu qu'on le réussisse, qui permet de vendre. Et le fait de vendre, c'est un service associé. Du point de vue de Brut, la première fois qu'on a mis en avant des produits, on a fait des vidéos avec des jeunes sociétés, des jeunes startups, etc. On a par exemple fait une vidéo au moment de lancement de Respire, qui est une marque de déodorant éco-responsable, avec Justine, sa fondatrice. On a fait vendre 200 000 euros de déodorant avec une vidéo. Et on avait un peu peur du point de vue de la communauté de dire on va aller vendre des trucs. Donc, on avait mis un disclaimer comme ça en disant voilà pourquoi on le fait de manière très transparente. On pense que c'est intéressant de vous proposer des choix éduqués sur des choses qui sont bons pour vous, bons pour la planète, etc. On n'a pas eu un retour négatif et au contraire, on a un engagement monumental autour de ce genre de vidéos. Donc, c'est comme on parlait de la SVOD tout à l'heure. Moi, je me souviens très bien du lancement de Disney+. L'ensemble de la presse, vraiment à 90%, c'était ils vont jamais y arriver. La SVOD, de toute façon, c'est un marché qui est bloqué. Il y a Netflix qui a 200 millions de clients. C'est mort. Par résultat, un an après, ils ont 100 millions de clients chez Disney+. Netflix a continué de progresser. Alors, OK, on peut penser que le Covid et la pandémie a sans doute boosté ces chiffres-là. On voit les ralentissements des chiffres, mais quand même. Donc, on est dans des marchés en pleine évolution qui ne font qu'accélérer. Et il faut arriver à essayer d'anticiper ce rythme. Et nous, on a une vision assez claire de là où on veut aller à 5 ans. Alors, quand je dis assez clair, je pense qu'à 5 ans, on ne sera pas du tout là où on imagine qu'on veut aller. Et en tout cas, il faut avoir un drive. Voilà, il faut avoir à la fois un drive au moins à 5 ans ou à 10 ans, et puis il faut avoir un drive à 6 mois parce que ça va tellement vite qu'il faut pouvoir être agile. Une question, après on va passer à quelques questions d'internautes. Est-ce que l'expérience d'éditeur sur les contenus éditoriaux aujourd'hui est d'une grande utilité justement pour travailler avec les marques? Tu peux préciser ta question? C'est-à-dire que Brut a beaucoup développé, on l'a vu, on en a parlé, des nouvelles thématiques, des choses qui étaient peu ou pas traitées d'ailleurs par les médias. Vous avez apporté de nouvelles écritures. Est-ce que toute cette expérience faite sur les contenus d'information ont servi également pour les contenus que vous produisez pour les marques? Oui, parce qu'en fait, nous, on ne fait pas de différence entre un contenu éditorial et un contenu avec une marque. Un contenu avec une marque, ça doit être un contenu intéressant éditorialement. Donc, il doit répondre à la même exigence qu'un contenu éditorial. D'ailleurs, ce sont nos rédacteurs en chef ou nos patrons de l'information qui checkent les sujets faits avec les marques avant qu'ils soient publiés. Donc, oui, évidemment, mais ça va au-delà de ça. C'est qu'aujourd'hui, une marque, quand elle vient nous voir, souvent, ils sont en aveugle. Donc, on fait de la Smart Social Data pour leur expliquer quelle est la réalité des conversations sociales autour des sujets qui les intéressent et la place de la marque ou de la compétition. On leur explique qu'est-ce que c'est que de construire de la confiance. Il y a un cycle très clair de la confiance qui est l'antériorité. Qu'est-ce que vous avez fait sur ces sujets-là avant? L'acknowledgement, comme on dit, ou la reconnaissance, c'est moins clair. C'est-à-dire, oui, on fait partie d'un problème plus large, mais on essaye de se bouger. Et trois, le fait d'être responsable et comptable de ses actions, de dire dans 6 mois, on fait le point et je suis là et je vais de manière transparente avancer. Nous, ce qui nous intéresse avec Brut, c'est comment on peut créer un cercle vertueux avec les marques où, parce qu'on impose un certain type de communication, on les engage dans un cercle vertueux autour de sujets plus responsables. On n'est pas un média de contre-culture, donc on ne considère pas que les marques sont le diable. Et voilà, au contraire, je pense que le Covid, par exemple, a fait changer la perception des gens. Avant le Covid, les marques, les grandes marques, les grands groupes
était un peu l'ennemi parce que ça pollue beaucoup, etc. Aujourd'hui, on s'est rendu compte avec le Covid que les grandes marques pouvaient avoir un grand impact sur la vie et que c'est intéressant. D'ailleurs, quand vous regardez, il y a un rapport tous les ans d'Edelman sur la confiance. Vous apercevez que les marques sont en fait très hautes, plus hautes que les médias sur des sujets de confiance. Donc, tout ça, ça va être disrupté assez rapidement. Ça va être assez intéressant. Et nous, ce qu'on essaye d'utiliser le plus, c'est qu'il n'y a pas d'opinion chez Brut. Il n'y a pas dans nos vidéos, il n'y a pas il n'y a pas d'opinion. C'est-à-dire qu'on essaye de donner du contexte et des faits. On ne pointe pas du doigt, on ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, c'est mal, etc. Et après, les gens s'emparent de nos vidéos et en discutent. Brut est le média qui génère le plus de commentaires et de conversations par vidéo dans le monde. Et donc, il y a vraiment un sujet de conversation sociale. Vous ne pouvez pas le faire si vous polarisez les opinions et si vous êtes un média d'opinion. Passons à quelques questions, si vous le voulez bien, Guillaume. Une question qui a été posée tout à l'heure par Fanny qui disait « Mais comment avez-vous construit cette communauté au départ ?» En fait, c'est la beauté des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez vraiment bâtir des communautés en vous appuyant sur les plateformes sociales. Les publishers traditionnels souvent se plaignent du trade-off qu'il y a entre les plateformes sociales et le média. Dans notre cas, ça nous a permis de constituer des communautés globales très rapidement, de constituer une marque très importante. Il y a 300 millions de personnes qui regardent au moins une vidéo de Brut par mois à travers le monde. Et on les construit vraiment à travers à la fois la conversation sociale et en même temps les plateformes. TikTok est une plateforme sur laquelle on grandit très rapidement aussi. Donc, à chaque fois, il faut s'adapter. Mais moi, je trouve ça dingue de me dire qu'on a pu lancer un média global et intégré au sens où nos vidéos marchent partout dans le monde. 70% de ce qu'on fait marche partout dans le monde, sans dépenser un centime en production, en production, si, pardon. Un peu quand même. En distribution, en marketing, en tech. Voilà, c'est que quand on est allé vers Brutix et vers la SVOD qu'on a commencé à construire une plateforme tech. Une question là qui vient de tomber assez intéressante, qui rebondit sur vos propos de Sébastien. Vous dites qu'on ne fait pas des contenus qui n'ont pas d'opinion, et on pose la question, et Rémi Buisine, point d'interrogation. Est-ce que pour moi, Rémi Buisine, c'est surtout pas un journaliste d'opinion. Rémi Buisine, c'est un passeur. C'est-à-dire que c'est là où on a créé un vrai changement dans l'information, c'est que vous regardez les chaînes d'information. Quand vous avez un direct, vous avez un journaliste qui est dos à l'action, à 50 mètres de ce qui se passe, en disant derrière moi les manifestants, et en résumant en 30 secondes ce qui se passe. Nous, on a fait le choix, grâce aux outils technologiques de Facebook notamment, à travers le live, de choisir le temps long, de permettre aux gens de s'exprimer, quels que soient leurs avis. Et pour le coup, Rémi n'est pas un journaliste d'opinion, mais alors vraiment, c'est l'envers de ça. Il donne à voir, il donne la parole en profondeur, en longueur, et après les gens s'expriment. Donc vous en faites ce que vous voulez. Chez Brut, on est très respectueux du public et de l'intelligence du public. Moi, je ne crois pas du tout que le public, ce sont des masses informes qui ne sont pas du tout éduquées. Au contraire, ils n'ont jamais été à ce point éduqués à l'information et à la communication. Donc il faut les traiter avec beaucoup de respect et leur proposer à voir des choses, puis après à eux de se faire leur propre avis. Une autre question, Guillaume, qui tombait. Est-ce que la pub est centrale dans votre modèle économique, dans votre business model, et est-ce que Brut est rentable aujourd'hui? Alors, pour le média gratuit appuyé sur la publicité, oui, c'est un modèle central. Brut est archi rentable en France. Serait rentable en Inde s'il n'y avait pas eu le Covid, parce que le Covid a quand même, vu la situation en Inde, là, l'économie est à l'arrêt. Mais une fois qu'ils auront réussi à maîtriser l'épidémie, ça va repartir. Mais en fait, nous, la rentabilité n'a pas, on n'a aucune raison d'être rentable maintenant. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit rentable par pays. Donc, quand on a des marchés qui arrivent à maturité comme la France est archi rentable. L'Inde, qui est le deuxième marché qu'on a lancé, est archi rentable. Enfin, va être archi rentable, pardon, et il le serait déjà si
S'il n'y avait pas eu la crise. Voilà, s'il n'y a pas de crise. Aux États-Unis, on est en train de devenir rentable. Et donc, nous, on est plutôt occupés à investir et à lancer des nouveaux pays, des nouveaux produits, des nouvelles verticales. Là, on est en train de lancer l'Afrique. On a lancé la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bientôt je vais dire l'Espagne, l'Égypte. Et on va lancer l'Afrique du Sud et le Nigeria. On investit beaucoup l'Amérique latine. On ouvre l'Allemagne là avec Snapchat. Donc, on est très, très occupé à prendre une position de leader parce qu'en fait, une fois que vous êtes installé comme un leader mondial sur les réseaux sociaux, vous avez des économies d'échelle qui sont très importantes et ça devient très intéressant. Et deux, c'est dur de venir vous bouger parce que les algorithmes sont construits de telle manière que, par exemple, refaire Brut aujourd'hui, 4 ans et demi après, ça serait beaucoup plus compliqué parce que nous, on l'a construit organiquement. On n'a pas payé pour le faire. Aujourd'hui, ça serait dur. Allez, dernière question, parce que l'heure passe très vite. Malheureusement, on a déjà dépassé 10 heures. Ça passe très, très vite. Je voulais quand même avoir une question. C'était sur on vous posait la question, comment définiriez-vous l'avantage de la vidéo plutôt que les formats? C'est une question de Anna. Pour moi, c'est juste un sujet d'usage. C'est que on est dans un monde où, je trouve que Snapchat l'a très bien montré, par exemple, on a trop souvent réduit la conversation au texte. Une conversation, quand on voit par exemple l'essor du live en ce moment et de la communication live ou de l'utilisation de la voix, on voit bien que le live est en train de quasiment, c'est de la prospective, mais c'est en train de s'imposer comme l'équivalent du texto en fait. Donc la communication écrite, on sait très bien que elle tend à diminuer au profit de l'image. Donc l'avantage de l'image, il est évident pour beaucoup de sujets, pour des sujets d'émotion, pour des sujets d'impact. Voilà, moi, je suis un fervent défenseur du texte et je pense que Brut s'inscrit dans un paysage médiatique où, si vous voulez aller en profondeur dans une enquête du Monde ou d'autres titres, il faut y aller. Ce qu'on voit, nous, c'est que on a 14 millions de spectateurs quotidiens en France. On voit qu'on a une très grande diversité, à la fois sociale, mixte, de niveau d'éducation. On a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dans les grandes villes. Et donc, c'est que je pense que dans la manière de faire de Brut, il y a quelque chose d'assez universel qui s'adresse à tous et qui font notre succès en France comme à l'international. Voilà, là, ce qui est intéressant pour nous, c'est de se projeter en essayant de créer un écosystème complet en partenariat avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous permettent de faire découvrir du contenu. Puis après, si vous avez envie d'aller plus loin ou avoir une expérience plus divertissante, vous avez Brutix. On ne va pas tarder à lancer une plateforme de conversation live pour avoir des endroits sécurisés de conversation où les gens peuvent se connecter entre eux, notamment vis-à-vis de l'impact. Donc, c'est cet écosystème qu'on essaye de créer. Et je pense qu'on a fait 0,01% du chemin. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Et merci de nous avoir consacré tout ce temps. Vous pouvez rester naturellement avec nous si vous le souhaitez. Merci. Nous allons continuer maintenant avec notre table ronde, donc avec une thématique qui est au centre des échanges que nous allons voir avec nos invités. Cette thématique, nous l'avons résumée sur une forme, c'est vidéo de nouvelles écritures pour les contenus éditoriaux et de marque. Alors, pour en parler, donc, nos invités sont Alexandre Delperrier, directeur éditorial de Verizon Media. Bonjour Alexandre. Bonjour. Florian Chavanel, directeur des partenariats agences de chez TikTok. Bonjour Florian. Bonjour Didier, bonjour tout le monde. Et puis Jean-Damien Agurtolevi, qui est responsable du digital et de la data de l'agence Média Initiative. Bonjour Jean-Damien. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous poser une petite question pour démarrer à tous les trois. Est-ce que vous avez chacun un compte? Alors, on ne demandera pas à Florian, on ne fera pas cette injure-là s'il a un compte TikTok, mais globalement, est-ce que vous avez chacun ouvert des comptes sur TikTok, Instagram, tous ces comptes qui permettent justement d'avoir accès à des contenus vidéo? Et puis, par ailleurs, est-ce que vous disposez également d'un abonnement payant sur les plateformes de vidéo à la demande? Alexandre. Alors oui à tout.
Oui à tout. Et d'ailleurs, Yahoo est présent sur tous ces réseaux sociaux. À savoir que l'on crée du contenu dédié à TikTok, on crée du contenu pour Instagram, on a des habillages dédiés à Instagram, on fait évidemment la publication de nos contenus aussi sur Twitter et sur Facebook. Donc, on va en parler. Florian, vous, de votre côté, également, j'imagine chez TikTok, je ne vous pose pas la question, ce serait presque une faute. Voilà. Ça serait légèrement professionnel, en effet. Et pour le reste, vous êtes un fervent, ou un gros consommateur de vidéos à travers différents comptes, payants ou pas? Tout à fait. Ouais. Jean-Damien? Oui, bah c'est obligatoire et ce qui me fait peur maintenant, c'est le temps, quand je regarde le temps que je passe sur ces applications-là sur mon iPhone, ça me fait un peu peur de voir le temps passé sur le téléphone qui grandit. J'en suis à 7 heures et j'ose même pas regarder le temps que je passe sur TikTok et sur ces plateformes. D'accord. On va avoir le temps d'y revenir justement et notamment avec cette grande question de l'attention autour de ça. Avant de rentrer dans l'échange, je voudrais faire dresser un bref panorama de la vidéo à partir des données notamment de médiamétrie sur la télévision et sur Internet. D'abord, pour vous rappeler quand même que regarder de la vidéo, c'est, quoi qu'on en dise, regarder de la télévision. Je vous rappelle que sur l'étude annuelle médiamétrie qui avait lieu sur 2020, une année quand même exceptionnelle, il y avait 44 millions de téléspectateurs au quotidien devant le téléviseur qui passaient quand même en moyenne pas loin de 4 heures par jour, avec un pic d'audience à 20h45 où la télévision est encore capable de réunir près de 30 millions de personnes, un peu plus de 28 millions et demi. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on passe du temps devant la télévision, plus de 3h36 servent à regarder des programmes télé et 50 minutes servent aujourd'hui à regarder autre chose que de la télé, c'est-à-dire du jeu vidéo ou aller justement sur ces plateformes, payantes ou pas. Et puis, parallèlement à ça, il y a quand même 45 millions de Français qui tous les jours vont sur Internet et 2/3 du temps qu'ils y passent, c'est sur leur smartphone, donc sur de l'Internet mobile. Et puis, ça dure en moyenne 2h25 par jour le temps passé sur Internet, mais chez les 15-24 ans, et là on va beaucoup en parler avec vous, c'est 4h23 par jour en moyenne, dont 2h12 rien que sur les réseaux sociaux, où on consomme en grande partie justement de la vidéo. Conséquence de ces évolutions qui ont été accentuées par la crise sanitaire, on voit que la consommation vidéo s'organise différemment selon l'âge. J'avais sorti là une petite slide qu'on va vous projeter qui avait été présentée par Médiamétrie. Et qu'est-ce qu'on remarque à travers cette slide? Vous voyez que globalement sur la consommation des usages vidéo, les 3/4 des vidéos qu'on regarde aujourd'hui, c'est de la télévision, globalement sur les 4 ans et plus. Mais tout ça, en fait, ça concerne surtout la population des 50 ans et plus. Ça baisse déjà chez les 25-50 ans. Et surtout, le grand enseignement de cette étude annuelle chez Médiamétrie, c'est de voir que le temps passé dans la télévision chez les 15-24 ans est devenu minoritaire et le temps le plus important, c'est consacré à de la vidéo sur Internet. Donc c'est sans doute ce gros changement qui est en train de s'opérer aujourd'hui, qui marque forcément toutes les générations, qui a commencé chez les moins de 25 ans et qui est en train de se propager. Et puis il y a une autre slide qui est intéressante, c'est de voir que quand on est sur Internet, on voit que les modes de consommation sont en train de bouger et que les frontières sont en train de s'estomper. On voit que quand on est sur Internet et qu'on regarde de la vidéo, eh bien, on va autant passer, on va circuler, passer d'applications, de sites, de télévision, de radio à des plateformes SVOD et à également toutes ces vidéos qui circulent et dont Alexandre et Florian, vous êtes les représentants. Donc, c'est ce qu'on maintenant, on va essayer d'analyser ça. Et Alexandre, je voulais que vous nous expliquiez un peu c'est quoi la stratégie de Verizon Media, un groupe qui a été forcément sensible à ces changements. Et j'ai l'impression qu'il y a une stratégie qui est quand même passée de celle d'agrégateur à celle d'éditeur de contenu et aussi du hard news. Progressivement, vous êtes passé du hard news à des préoccupations très sociétales. Voilà, absolument. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Verizon Media, c'est notamment Yahoo. Moi, j'ai la chance de m'occuper de tous les contenus et des acquisitions chez Yahoo. Juste, pardon, mais pour rebondir par rapport aux différentes slides que vous venez de montrer, il y a différents enseignements. Il y a, oui, les jeunes ne regardent plus la télévision. Néanmoins, il y a toute une génération, et on l'a vu aussi, qui continue de la regarder.
Donc, il faut faire attention à ne pas dire non plus trop, la radio c'est fini, la télé c'est fini. Alors oui, la télé a eu une énorme croissance cette année ou un retour à des chiffres exceptionnels parce qu'il y a eu cette pandémie et que les gens étaient confinés chez eux. Je pense que tout ça va se réguler. Néanmoins, il y aura un avant et un après. Et je pense que le grand gagnant, c'est lui, c'est le téléphone. Et c'est la façon dont de plus en plus de Français consomment. Mais ce n'est pas que français, c'est la même chose à travers le monde. Donc nous, on essaie de ne négliger personne. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui, d'ailleurs on le voit sur notre audience, on est sur le pic de notre audience, c'est les 35 ans, hommes et femmes quasi équilibrés. Aujourd'hui, Yahoo, c'est 27 millions d'utilisateurs mensuels. Donc c'est beaucoup de monde, c'est quasi un Français sur deux. On fait des articles, on fait des vidéos qui réunissent plus de 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes assez régulièrement. Alors maintenant, pour revenir à votre question initiale, c'est la stratégie de Yahoo, c'est quoi? C'est à la fois de l'agrégation, à la fois du création de contenu. Agrégation, ça veut dire que chez nous, vous pouvez avoir, je prends hier soir un papier de l'équipe, puisqu'on agrège l'équipe sur le retour de Karim Benzema en équipe de France. Mais vous avez aussi ce matin un papier de BFM, un papier d'Europe 1 sur le déconfinement et l'ouverture des terrasses. Donc ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous appuyer sur des rédactions fortes, sur des marques fortes. On a un peu resserré, on en est à plus de 40 marques que l'on agrège aujourd'hui, avec qui on a une relation éditoriale extrêmement forte, avec qui on échange quotidiennement, ce qui nous permet de nous appuyer sur leur force de frappe et leurs énormes rédactions de plus de 100, 200 journalistes. Et nous, à côté de ça, on réfléchit à créer du contenu, ce qu'on appelle du contenu original, de l'original content, que ce soit des articles ou des vidéos, qui soient sur des angles bien précis, sur des réactions bien précises. Et donc, c'est cette association des deux qui fait qu'on est agile, qu'on est réactif, grâce notamment au contenu qu'on agrège, et puis qui nous permet d'aller vite. On a une équipe très agile. L'équipe aujourd'hui de Yahoo que j'ai la chance de diriger, ils sont très jeunes. C'est entre 25 et 35 ans. Je suis le doyen de cette équipe. Et c'est assez génial de voir que eux, avant d'être des journalistes, ce sont des utilisateurs. Et donc, tout ce que l'on conçoit, une fois de plus, en réfléchissant tous ensemble, c'est OK, comment moi, je vais consommer et qu'est-ce que j'ai envie de lire c'est un peu ce que disait tout à l'heure notre camarade de Brut, c'est qu'est-ce que j'ai envie de regarder. Voilà. Après, on a une chance phénoménale, c'est qu'Yahoo est le leader mondial du digital et qu'on peut bénéficier de produits. Quand je dis de produits, c'est la façon dont tout ça est mis en avant, mis en page chez nous. On peut bénéficier de cette force de frappe phénoménale de la puissance de Yahoo, ce qui nous permet d'avoir ce que l'on appelle une expérience utilisateur de qualité. Voilà, donc c'est un petit peu toutes ces choses-là qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une croissance qui a plus que doublé. On a fait 2 fois et demi, en audience en un peu plus de 2 ans. Alors, avec des vidéos, je le disais, qui vont aussi aujourd'hui, vous avez parlé de ces différents médias avec lesquels vous travaillez, les productions que vous êtes en train de faire et qui vont sur des thématiques un peu comme Guillaume Lacroix de Brut parlait des sujets avec des valeurs fortes et des thématiques sur lesquelles Brut s'est engagé. Yahoo commence à y aller également. On regarde un petit extrait d'une des émissions qui a fait parler d'elle, c'est La Face Cachée. A priori, je ne sais pas si j'étais entendu. Je disais donc essayer de montrer peut-être un extrait de La Face Cachée. Mon premier surnom, ça a été Bamboul. Mon rêve, c'était un jour qu'on oublie justement Bamboul. Quand tu lis ou j'entends rentre chez toi. Rentre chez toi, je sais pas mec, je suis ici et puis toi-même, je sais pas, je suis chez moi. Mec, j'ai fait chanter la Marseillaise plus que vous tous réunis, mec. Moi j'ai eu le sentiment que j'avais perdu ma couleur. J'étais une noire qui avait rien à faire là, avec une personne, une vendeuse ou un vendeur dans le magasin, et l'autre qui m'avait reconnue. Et donc, c'était ton nom qui était inscrit. Oui, et plus ma couleur. C'était pour moi une manière de montrer que l'islam peut aussi avoir ce visage-là. J'ai compris. Peut aussi avoir un visage d'une femme moderne qui chante, parce que la foi n'a rien à voir avec ce que je fais.
Alors, ça, c'est un programme dont je suis hyper fier. On réfléchissait depuis, il y a 2 ans, sur lancer un programme sur la diversité. On réfléchissait avec mes équipes et on voulait surtout, parce que la diversité, c'est une thématique qui est sensible, on voulait quelque chose qui soit très inspirant. On ne voulait pas accroître les fossés, on ne voulait pas être moralisateur, on ne voulait pas être dans la revendication. Donc, il était très important de trouver la bonne personne qui allait incarner ce programme. En réfléchissant, en discutant avec beaucoup de personnes et notamment des amis, on m'a suggéré le nom de Manu Katché. J'ai rencontré Manu et Manu correspondait parfaitement à ça. C'est à la fois un vieux sage, à la fois c'est quelqu'un qui incarne la diversité, à la fois c'est quelqu'un qui veut pas être dans la revendication et c'est quelqu'un qui aime aller rencontrer des gens pour montrer que bah oui, tu peux être issu de la diversité et tu peux réussir. Alors oui, le chemin il est différent évidemment de celui qui peut être le vôtre ou le mien. Et puis tout de suite, on a eu une audience assez exceptionnelle. La vidéo avec Marie Jopérec, dont on a vu un court extrait, en moins de 2 jours, elle était déjà à plus de 2 millions de vues. Yannick Noah, c'est juste époustouflant tout ce que nous dit Yannick. Et donc, on a créé ce qu'on appelle une topic page, une page dédiée où on peut retrouver toutes ces vidéos de la face catchée. Là, on va lancer dans les jours qui viennent une vidéo qu'on a tournée avec Joey Star. Il y en a beaucoup et de très grosses personnalités qui arrivent encore parce que je crois qu'on est les premiers et les seuls à assumer le fait qu'on a un format juste sur la diversité. C'est pas une chronique, c'est pas de temps en temps on fait, c'est régulièrement on fait et on l'assume. Donc ça, c'est notre rôle et cette dimension sociétale qu'on a voulu apporter à Yahoo. Pour tout ce qui est concernant les femmes, ça va bientôt faire 3 ans et demi, 4 ans qu'on a lancé. J'avais repéré Elsa Wolinski sur Insta et ça fait plus de 3 ans maintenant que Elsa fait un programme chez nous, incarne un programme chez nous qui s'appelle Décomplexé, où elle va à la rencontre de femmes qui, parce qu'elles sont femmes, ont des chemins de vie qui sont différents de celles des hommes, des chemins qui peuvent être un peu chaotiques, voire très compliqués. Et Elsa, qui a une très forte empathie, ça nous permet d'avoir des échanges qui sont bouleversants. Bouleversant comme l'était exactement la vidéo qu'on a pu voir ou les quelques mots de Yannick Noah. Moi, je me souviens juste une petite anecdote. Quand on allait tourner chez Yannick, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ces personnes issues de la diversité, elles nous accueillent chez elles. Moi, c'est la première fois, ça fait 7 ans que je suis sur Yahoo. C'est la première fois et c'est le seul programme où on dit « mais venez chez moi ». Donc, on sent bien que les gens ont envie de parler. On choisit bien les personnes pour que ce soit exactement ce que nous et la façon dont on a envie de traiter la diversité sur les thématiques que j'ai évoquées avec vous précédemment. Et les gens le reçoivent chez nous. Et je me souviens, chez Yannick, on est resté 1h30. Et à la fin de l'interview, on s'est pris dans les bras avec Manu, une fois qu'on était dehors. Et j'ai dit à Manu, tu vois, là, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, moi, le petit blond aux yeux bleus de la Dordogne, j'étais black. J'ai compris. Et là, je me suis dit, et ça, vraiment, ça, c'est la mission qu'on s'est donnée. Il faut que les gens comprennent ce que vivent les gens issus de la diversité. Merci voilà. Alexandre. Je voudrais qu'on passe à nos camarades qui sont là aussi, qui attendent, et notamment Florian. Avec TikTok, on a vu tout à l'heure, j'en parlais, que les moins de 25 ans passent aujourd'hui à peu près 4h30 sur Internet et une grande partie sur l'Internet mobile, où ils consacrent plus de la moitié de leur temps à regarder des vidéos. Est-ce que c'est un facteur explicatif du succès de TikTok? Je voudrais que vous nous racontiez surtout comment ça marche et pourquoi ça marche. Alors, je vais rapidement faire ma petite promo, accessoirement, parce qu'on a des belles initiatives en ce moment sur la plateforme. On est partenaire de l'Euro, donc vous pourrez suivre également Benzema et sa bande. Et l'autre point, il y a une initiative qui nous parle énormément chez TikTok, c'est autour de la culture. On a lancé un hashtag culture TikTok qui fonctionne très bien, notamment qui permet d'ouvrir les institutions et les musées en province, donc la culture sur tous les territoires, et notamment les antennes du Louvre à France, Pompidou et ainsi de suite. Donc on en parlera pas après, mais c'est vrai que cette stratégie de diversification des contenus au sein de la plateforme est, je pense, la première explication du succès. Comment ça marche? De manière assez simple, TikTok a un positionnement assez hybride, c'est un ovni créatif déjà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est hybride entre le réseau social, dont on partage les codes et les boutons d'engagement, mais en termes de consommation et d'usage, on va plutôt tendre vers la plateforme de contenu vidéo. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour répondre à votre question, qui peut expliquer le succès de TikTok, c'est l'année 2020,
qui a balayé le mindset et les comportements et le rapport aux médias de manière assez forte. Et c'est vrai que pour nous, ça a été un booster. Alors, j'aime pas trop utiliser cette expression parce que c'est vrai qu'on a tous souffert en 2020. Néanmoins, en termes de notoriété, de recrutement, ça a permis de vulgariser, de démocratiser TikTok au sein des foyers français. Nous, ça nous a permis également de toucher de nouveaux utilisateurs un peu plus âgés et qui étaient plus engagés, plus actifs sur la plateforme, donc qui ont créé des contenus, entre guillemets, qui sortaient de ce triptyque musique, danse, lip-syncing sur lequel on était très identifiés. Et aujourd'hui, il faut savoir que ça ne représente que moins de 20% des usages sur la plateforme. Donc, c'est un point qui est essentiel. Aujourd'hui, on vient sur TikTok pour chercher des informations autour de la gastronomie, du voyage, du sport, et ainsi de suite. Une petite précision, Florian, d'ailleurs, parce qu'on a eu l'impression que TikTok a beaucoup décollé avec les moins de 15 ans, les moins de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est quoi la réalité du profil des utilisateurs TikTok? Alors, il y a 3 chiffres que je peux vous partager qui sont assez intéressants. Le premier, c'est qu'on a monté une étude avec Kantar qui démontre qu'on a 67% de nos utilisateurs qui ont plus de 25 ans. Donc, en effet, les early adopters de la plateforme, comme sur les autres plateformes, étaient plutôt cette Gen Z. Néanmoins, aujourd'hui, on sait très bien qu'on les capte toujours et qu'on a un poids prépondérant, mais ils représentent moins de 20% de nos utilisateurs. Donc, on a une distribution homogène sur les différentes strates de la population française, ce qui s'explique notamment par cette année 2020 où on a eu une consommation plus vulgarisée, démocratisée de la plateforme avec des contenus qui étaient différents. Le deuxième chiffre qui est hyper intéressant, c'est qu'on se rend compte, et certains pensaient que TikTok, c'était un épiphénomène lié au premier confinement. On est la première application la plus téléchargée dans le monde en 2020, et ça continue sur 2021. On l'est également sur le premier trimestre 2021, et ce qui nous permet de toucher à peu près 100 millions d'utilisateurs au niveau européen. Donc TikTok n'est pas un épiphénomène, fonctionne bien. Et pourquoi? Pour répondre à votre question, le premier point, je pense, et pareil, on a monté une étude avec l'Institut YouGov et des universitaires. Ce qui nous paraît hyper intéressant, c'est que cette tonalité autour de l'authenticité, de la bienveillance, on parlait beaucoup de diversité, d'inclusion. Aujourd'hui, nous, chez TikTok, on paraphrase souvent le slogan McDo, venez comme vous êtes, c'est-à-dire que c'est un territoire de liberté, d'expression qui permet à des communautés, à des sous-communautés, justement, de parler et de s'exprimer telles qu'elles sont, avec un prisme qui va être créatif. Et ça, c'est un point qui est hyper intéressant parce qu'on va repositionner l'utilisateur en tant que créateur de contenu. On ne va pas parler d'influence, on va vraiment parler de creators. Que ce soit pour les marques ou pour du contenu organique, il va être au centre de la démarche éditoriale ou publicitaire de TikTok. Et le dernier point, et on en parlera juste après, c'est toutes ces notions d'engagement. Aujourd'hui, on a tendance à penser que les plus jeunes utilisateurs, ces 15-24 ans, sont des décérébrés. On se rend compte finalement qu'ils viennent chercher autre chose, qu'ils sont en attente de parler un peu plus vrai, un peu plus authentique. Et nous, on offre aux marques en tout cas cette formidable opportunité de créer des niveaux de discussion assez uniques, avec des formats publicitaires ou pas, très bienveillants, très positifs, très immersifs et très engageants. Donc, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Et on parle de stratégie de diversification des contenus. Je pense que c'est le point qui est essentiel. Cette fameuse semaine de la culture, avec la slide qui est apparue tout à l'heure, on peut vous la présenter. Mais moi, je trouve que c'est formidable de proposer, comme on l'a fait au mois de décembre, de visiter et pendant le confinement, alors même si les musées vont réouvrir aujourd'hui, de donner accès au patrimoine français et mondial à plus de 26 institutions culturelles et musées mondiaux. On va regarder un petit extrait, si vous voulez, Bien sûr. Florian. Parfois, les images parlent plus, on le sait, c'est pour ça qu'on parle de vidéo aujourd'hui. Un petit extrait de cette vidéo TikTok, justement. Peut-être pas dans son intégralité, mais on va vous montrer ce que c'est. L'exemple même que TikTok, ce n'est pas en effet que de la danse et de la musique. Je voudrais qu'on passe à Jean Damien. Jean Damien, merci d'être avec nous et d'avoir patienté. Je sais que vous avez plein de choses à nous raconter. Et notamment, je voulais voir avec vous un peu, c'était cette... on a vu là 2 exemples d'opérateurs sur la vidéo. Vous avez un regard transversal en tant qu'agence média où vous conseillez les marques dessus. Comment vous... est-ce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est difficile de nier qu'il y a une révolution de la vidéo? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous pouvez décrypter un peu ces nouveaux usages de la vidéo? On ne vous entend pas. Non,
On ne vous entend pas, Jean-Damien, a priori. Petit souci. On va essayer de vous retrouver tout de suite pour vous entendre partager ce... Je crois que vous aviez des choses assez intéressantes à nous raconter, notamment sur les évolutions d'usage vidéo. Le sujet. Je vais rajouter une petite chose. Allez-y, Alexandre, pendant ce temps. Ouais, j'en profite, pardon. Non, pour rebondir sur ce que disait Florian, ce que propose TikTok et les solutions que proposent tous ces réseaux sociaux, toutes ces plateformes sont juste exceptionnelles. On est en 2021 et aujourd'hui, notre rôle média, c'est à la fois de savoir travailler le fond, et ça, c'est notre métier de journaliste, mais également profiter de la forme et de la capacité technique de TikTok, mais d'autres aussi, et de pouvoir proposer à des utilisateurs des contenus qui sont juste géniaux, qui deviennent vite viraux et qui sont très différents. Après, nous, notre rôle média, c'est de savoir proposer à TikTok un contenu différent de celui qu'on va proposer en article sur la front page ou sur Insta, et on le verra peut-être tout à l'heure, mais avec des habillages, des chartes graphiques dédiées en fonction des différentes properties. S'adapter complètement aux plateformes. Justement, Jean-Damien, maintenant, peut-être qu'on va vous entendre. Vous vouliez nous montrer… Vous m'entendez? Ah là, on vous entend, tant mieux, on est ravis. Super. C'était de vous entendre sur plutôt justement les différentes évolutions de ce qu'on a pu constater sur le rôle de la vidéo, l'utilisation de la vidéo. Ouais, c'est ça, parce que nos camarades de Brut et de TikTok ont vraiment révolutionné le marché, mais c'est intéressant de faire un petit pas en arrière pour voir quelles ont été les différentes innos qui ont permis à ce marché d'évoluer, puisqu'au départ, on a commencé avec des formats qui étaient des formats catch-up ou qui étaient des formats de réseau vidéo, sur lesquels on avait des éditeurs qui mutualisaient leurs inventaires et mettaient en avant des formats expand, des formats qui ont finalement un peu disparu, parce que ça ne collait pas nécessairement à l'UX du digital et notamment du mobile. On a ensuite le YouTube qui est arrivé et qui a lancé le format TrueView qui a révolutionné notre mode d'achat. Donc là, on restait sur des formats de 30 secondes un peu classiques de copie télé finalement qu'on dupliquait. On a ensuite Facebook qui est arrivé avec son inventaire illimité, ses ciblages assez dingues et son format vertical et carré qui a commencé à démocratiser ces nouveaux formats vidéo sur le mobile. On a ensuite un réseau social qui est parti très rapidement, mais qui a finalement laissé une empreinte assez forte, qui était Vine. Vine qui a vraiment lancé son empreinte à travers la création et les créateurs qui ont formé des communautés, qui ont fait naître des vocations de créateurs de vidéos, de personnes qui pouvaient finalement, avec leur téléphone, très simplement, pouvoir créer des formats qui étaient dingues et qui ont permis de populariser ces formats courts en vidéo. Et c'est après que Snapchat est arrivé avec son format Stories, donc ce format éphémère qui était disponible uniquement 24 heures et que finalement l'ensemble des réseaux ont copié et qui est maintenant devenu un standard de la vidéo publicitaire. Et puis nos camarades de Brut avec ce format de qualité supérieure et je trouve que Brut a aussi laissé une grosse empreinte, c'est finalement ces sous-titres qui sont très clairement reconnaissables et qui sont maintenant devenus indispensables pour toutes les vidéos puisque de plus en plus de vidéos sont consommées sur le téléphone, vous l'avez dit, et sur le téléphone, le son est parfois coupé par défaut. Et donc, la présence de ces sous-titres forcément améliore le taux d'engagement et le taux de visionnage de ces vidéos et c'est forcément une évolution à prendre en compte. Et puis, finalement, TikTok qui prend en compte le meilleur de tous ces mondes. La full vidéo, on en a parlé, un algo extrêmement performant, des vidéos courtes et des créateurs, avec même maintenant des maisons de créateurs qui se sont lancées aux États-Unis, qui ont été créées aussi en France, qui permettent à ces créateurs de pouvoir s'organiser pour répondre de la meilleure manière et pour accompagner les marques. J'aurais pu aussi mettre Twitch qui révolutionne aussi l'interaction avec les personnes qui regardent les vidéos, ou même maintenant le vocal qui vous en avez parlé sur le dernier webinaire. Tout ça, ça peut rendre l'accès à la vidéo et
et ces nouveaux formats un peu compliqués pour les annonceurs. Et c'est pour ça que nous, en tout cas, chez Initiative, on s'appuie sur 2 axes pour les accompagner. Le premier, c'est de s'appuyer sur les partenaires. On a la chance d'avoir aujourd'hui TikTok, qui est un partenaire qui est clé pour nous, puisque il nous permet de créer. On a créé au niveau monde, à travers le groupe UPG Media Brands, on a créé un partenariat qui nous permet de travailler avec TikTok de manière vraiment très proche. Et TikTok met à disposition des créateurs qui, tous les trimestres, vont pouvoir conseiller nos clients, nos annonceurs, sur la manière dont ils doivent s'y prendre pour toucher et pour être performants sur ces nouveaux réseaux sociaux et sur TikTok notamment. Et c'est forcément très apprécié, puisque c'est des mondes nouveaux. C'est des mondes sur lesquels des agences créa, je pense, se lancent toutes les semaines. On a une nouvelle agence créa qui se spécialise dans ce type de vidéos. Et pour nous, c'est une chance inouïe d'avoir ce partenariat avec TikTok pour mettre à disposition ces créateurs pour que les annonceurs puissent décoder et trouver les bonnes clés pour créer des formats qui seront vraiment impactants sur ces réseaux-là. Et le deuxième axe sur lequel on s'appuie très fortement, en tout cas chez Initiative, c'est que finalement, comme Brut l'a dit tout à l'heure, les créateurs de qualité comme Brut ou comme les créateurs sur ces réseaux sociaux font ce qu'ils aiment faire et font ce qu'ils savent faire, mais ça ne colle pas nécessairement à une cible en particulier. Et c'est en ça que chez Initiative, nous, on s'appuie vraiment sur le planning strat pour construire une stratégie, pour construire des insights qui permettront de cadrer correctement les créateurs, sans forcément les brider, évidemment, mais de correctement les cadrer pour que ça réponde à une histoire et que ça réponde à un insight qui touche réellement la cible. Et c'est en ça que là aussi, le partenariat avec TikTok est clé, puisque on a cette capacité de répondre directement et de parler directement avec ces créateurs qui sont mis à disposition. Et c'est dans ce sens-là qu'on essaie de travailler pour vraiment coller à tous ces nouveaux codes et tous ces nouveaux usages de consommation de la vidéo. Merci Jean-Damien, on voit bien en tout cas, ce qui est fou, c'est qu'on voit toute cette évolution que vous nous avez montrée avec cette frise et ces différents éditeurs, différentes plateformes qui sont venus un peu changer les choses, et tout ça en fait quand même sur quelques années. C'est là où c'est fou, c'est que si on regarde bien, on pourrait avoir l'impression que cette frise chronologique, elle s'étale sur des décennies, alors qu'en fait c'est sur quelques années. C'est là où on voit quand même qu'il y a une... Je voudrais revenir sur un propos là, que Alexandre a amorcé, qui est assez intéressant, et ce que disait aussi Florian, c'est la force et la nécessité d'avoir de la création, et surtout une création adaptée au support qu'on utilise. Comment ça se passe, Alexandre, chez vous, chez Yahoo, justement? Vous essayez de passer à travers les différents réseaux sociaux, là où il y a l'audience. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va essayer d'adapter sa vidéo à la plateforme sur laquelle on va aller? Oui, c'est ça. Et là, on est en train de lancer les podcasts aussi. Ça veut dire que aujourd'hui, une interview de Joe Star qu'on va mettre en ligne pour la face catchée, je prends cet exemple-là, mais c'est adaptable à toutes les thématiques et toutes les différentes properties. Ça veut dire qu'à la fois, on aura des vidéos très courtes qui serviront un peu de teaser, mais avec des phrases très fortes. À la fois, on aura un article dans lequel on embêtera ces 2 petites vidéos très courtes, mais aussi la vidéo longue. Et puis, à moyen terme, derrière, la version très longue du podcast qui sera entre 30 et 45 minutes. Ça veut dire que sur Instagram, on va mettre en avant une vidéo qui sera différente de celle qu'on mettra sur Facebook. Voilà, c'est aujourd'hui, on a tous ces outils qui sont merveilleux. Et puis, pour répondre à ce que tu disais, Didier, il y a quelques secondes, c'est que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne le faisait pas il y a 2 ans et on le fera probablement plus dans 2 ans. Et c'est là où je trouve que nos métiers sont assez exceptionnels. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre cette aventure Yahoo il y a 7 ans. C'est que c'est tellement évolutif. C'est juste magique. Alors, il faut à la fois être très concentré sur ce qu'on fait aujourd'hui, à la fois regarder ce qui émerge et ce qu'on sent qui pourrait être la consommation de demain. Et en même temps, savoir dire, ça c'était génial, ça a cartonné il y a 2 ans, mais aujourd'hui c'est fini.
Et par exemple, pardon, excuse-moi, si on peut regarder, même sans le son, la petite vidéo qu'on vous a fait parvenir, sur la création, les chartes graphiques qu'on a mis sur Insta, ça veut dire que sur Insta, à la fois, évidemment, on va proposer des photos. Je prends l'exemple de hier, on avait travaillé sur une créa autour de Benzema, mais en même temps, on en va proposer de la vidéo. Et puis, en fonction de si tu es sur Yahoo Sport, Yahoo Actu ou Yahoo Life, ben, tu n'auras pas le même habillage. Voilà, ça, c'est notre boulot de créa, c'est notre boulot de média, mais aussi un média doit être innovant sur la forme. Alors, le fond, oui, toujours, mais si la forme ne suit pas, ben, il ne se passera rien. On va essayer de regarder cette vidéo. Je voudrais qu'on enchaîne, Alexandre, sur Florian, excusez-moi, mais le temps tourne. Je voulais juste, Florian, que vous nous parliez un peu justement, on voit bien que la démarche de TikTok, c'est de s'adapter aussi, on en a parlé avec l'entreprise, à ce fameux support, à ce fameux écran, ce téléphone qui nous accompagne tous. Je voudrais savoir, vous, en plus, il y a un défi derrière avec TikTok, c'est être créatif en 60 secondes maximum. Exactement, et je pense, à la vue des slides, il faut aussi sortir de cette dictature des formats courts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va penser 6 secondes et parfois on se dit à quand des formats publicitaires de 3 secondes pour être efficaces. Aujourd'hui, ce qui va primer, je pense, ça va être le storytelling et comment on va repositionner la créativité au centre des enjeux. Il faut savoir qu'on a, et c'est un petit cocorico, on a quand même des champions de la publicité. Moi, je m'occupe au quotidien de la relation avec les agences médias et créa et j'ai envie de dire aux annonceurs présents dans cette salle, faites-leur confiance. Aujourd'hui, une créa de 60 secondes, si elle est native, si elle est adaptée, et ce, quelle que soit la plateforme, au code de la plateforme, elle va fonctionner. Sortons de ce diptyque visibilité, complétion. Aujourd'hui, la trace mémorielle, l'uplift de performance peut fonctionner si la créa est vraiment native et pensée en fonction des codes de la plateforme. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et le second point, pour pas répondre à votre question, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on se rend compte que le poids de la créativité est prégnant dans l'efficacité d'une campagne ou dans un contenu éditorial. Je pense notamment, et je remercie les équipes d'Hérésie et d'Initiative, donc de Jean Damien, sur une OP qu'on a montée avec Amazon Prime Video aujourd'hui. On se rend compte qu'on peut repenser les usages, on parlait de nouvelles écritures, et on a réussi à lier médias et éditorial. C'est une OP qu'on a lancée en décembre dernier, je vous la résume très rapidement, après on projettera la petite vidéo. De manière assez simple, les équipes d'Amazon lançaient une nouvelle série citée autour de la culture et de la jeunesse en France. On a un format publicitaire qui s'appelle le hashtag challenge, que vous connaissez sûrement, qui nous permet de défier et d'engager nos utilisateurs. Et donc, on a organisé au mois de décembre un énorme casting qui a très bien fonctionné. Et à partir de ce casting, donc de ce format média, on a recruté les utilisateurs, donc les acteurs de cette série qui a été lancée en mars dernier. Je vous propose de le voir en vidéo pour voir ce que ça a donné avec une résonance qui a été globale. Première série, Prime Video, 100% TikTok, elle sort demain. Ça c'est original, c'est inédit, parce que là on parle pas d'une série qu'on a l'habitude de regarder. Une série de 2 fois 1 minute, entièrement diffusée sur la plateforme TikTok. Fait partager des scènes de vie d'une bande d'amis de 15 à 25 ans en glissant des citations, des extraits d'illustres personnalités de la culture française. On retrouve les noms sur certaines rues, certaines places, Marc, Piaf, Vous avez mis à quoi ça ressemble une série sur TikTok? Et bien on regarde. Et elle était belle méchante.
Sur ta tente, touche l'enfance. Il est l'heure. Ça s'appelle ça commence en décembre dernier, Abdel Malik qui lance un appel sur le réseau TikTok pour que les gens lui envoient des vidéos pour réinterpréter les classiques du patrimoine culturel français. On va arrêter là, on va pas, elle est un peu longue, même si c'est que 2 minutes. Là, le format TikTok est explosé, là, d'ailleurs, Florian, sur cette vidéo. Et en tout cas, on comprend très bien la démarche et qui montre aussi quand même cette nécessité, et c'est là où je voulais vous amener, messieurs, sur cette discussion, c'est de voir que faire de la vidéo, Guillaume Lacroix le rappelait tout à l'heure, c'est pas faire que du divertissement, c'est aussi faire des contenus qui ont des vraies valeurs pour pouvoir susciter aussi l'engagement de ceux qui les regardent. C'est ça, Florian, aussi? Exactement. Si on arrive à respecter ce côté authentique, la bienveillance inhérente, tout en ayant un prisme créatif, on se rend compte que ça fonctionne. Un format inédit, 12 épisodes d'1 minute, et rien que sur le premier épisode, on avait fait plus de 5,6 millions de vues de mémoire. On a eu une rémanence au global. Moi, j'ai eu des échos côté Amazon, que même en Australie, on en a parlé. On a même eu doté, je crois, dans Télérama. Donc, on est ravis de pouvoir relier la créativité, la culture, des audiences un peu plus jeunes et justement créer un cercle vertueux pour tout le monde. Et l'autre point qui me semble essentiel également, c'est qu'on a tendance à opposer parfois les publishers traditionnels aux plateformes de contenu, aux réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, notre démarche, elle est clairement inclusive et elle va essayer justement de créer de la valeur avec les médias traditionnels. Moi, je suis issu, j'ai bossé à l'Équipe, à l'Express. On croit énormément à la qualité de ces publishers traditionnels. Un Brut et un Combini également, qui sont des pure players, ont leur place. Néanmoins, quand on voit le traitement des élections américaines via Le Monde sur TikTok, c'est juste génial. Ça permet déjà de reconnecter des plus jeunes avec les médias traditionnels. Si en plus de ça, ça permet aux publishers traditionnels de monétiser, de recruter de nouveaux utilisateurs, le cercle sera vertueux. Je pense qu'Alexandre est également dans la même démarche. Donc, c'est là-dessus, on essaie vraiment de générer un cercle vertueux pour toutes les parties prenantes. Et je le répète, faites confiance également à vos agences médias et créa. Elles sont en capacité de vous accompagner pour générer des contenus de qualité. Alexandre, vous vouliez réagir sur ce que disait Florian? Cette notion d'engagement, elle est importante? Oui, elle est engagement. Puis je pense qu'on est tous sur le même bateau. On voit tous que les médias traditionnels d'avant existent, ont toujours évidemment il y a toujours leur présence. Ils vont continuer aussi à essayer d'innover. L'opportunité, la chance qu'on a, nous, par exemple, Yahoo ou Florian, c'est que nous, on n'est que ou une plateforme ou que du digital. Donc, c'est sûr qu'on va être hyper focus sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, la qualité du contenu qu'on va délivrer, qui devrait être adapté à la plateforme qui nous permet de le diffuser. Donc, on est tous main dans la main, on travaille tous ensemble. Et moi, je trouve ça assez génial d'être obligé de se réinventer tous les jours. Moi, c'est ça qui me motive, et c'est d'être entouré de jeunes hyper agiles, et je le disais tout à l'heure, mais d'être obligé de se réinventer tout le temps. Jean-Damien, justement, on vous avait perdu, ravi de voir que vous revenez. Je voulais vous faire réagir, on parlait d'engagement, vous qui travaillez, qui êtes au service des marques, et c'est vrai que là, tous ces contenus vidéo, ils sont là pour toucher les audiences et après pour essayer d'organiser les rencontres entre les marques et ces audiences. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'engagement est un vrai levier je parle de l'engagement dans le contenu même éditorial et ce qu'il faut faire également pour la publicité, pour les marques quand elles veulent communiquer à travers ces vidéos? Oui, bien sûr, c'est clé. Et je comprends Florian quand il dit on ne doit pas suivre nécessairement le diktat de la durée de la vidéo qui doit être super courte. Et l'exemple parfait, c'est une OP qu'on est en train de monter, notamment sur GBL, avec des… alors, elle n'est pas encore sortie, donc je ne vais pas tout à fait tout spoiler, mais on est en train de construire une OP avec des gamers sur le jeu Fortnite, sur lequel on va pouvoir construire une map et dans laquelle on va pouvoir naviguer pour faire tester toutes les capacités et toute la finesse du son qu'on peut avoir dans les écouteurs JBL. Et en l'occurrence, ça sera du contenu qui va durer peut-être 3 quarts d'heure, 1 heure, voire plus. Et pour le coup, le taux d'engagement sera présent et on va pouvoir le mesurer avec toute l'interaction que pourront avoir les gamers avec les personnes qui vont suivre ce live. Et ça révolutionne évidemment la publicité puisqu'on a l'habitude de créer des spots publicitaires
qui sont très brandés, très maîtrisés, et de travailler avec ces créateurs, notamment avec ces gamers, ça oblige les marques à se livrer un peu plus, à être encore plus naturelles, et ça répond au code des nouvelles générations et des personnes qui suivent ces lives, puisque elles ont besoin d'authenticité, elles décèlent très très rapidement le fake, elles décèlent très rapidement dès que c'est un discours de marque qui est trop construit, qui est trop léché, et elles répondent davantage à la spontanéité, à l'authenticité que peuvent avoir des contenus longs qui sont parfois qui peuvent avoir des bugs et qui peuvent avoir des discours qui ne sont pas forcément exactement celui que la marque voudrait avoir, mais pour autant, c'est celui qui aura le meilleur taux d'engagement parce qu'on sentira cette authenticité. Et c'est clé de faire confiance aux créateurs pour ça et aux agences pour bien maîtriser ce cadre. Juste une dernière petite précision, Jean-Damien, par rapport à ça. Il y a quelque chose, on est passé assez rapidement sur votre slide tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même que toutes ces vidéos ont la nécessité d'être impactantes très rapidement parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une grosse bataille autour de l'attention. Certains parlent de la guerre de l'attention. Il faut, parce que le public est sursollicité et que cette attention, elle a baissé en plus. Elle a baissé aujourd'hui. La durée d'attention de chaque individu a baissé, je crois, drastiquement ces dernières années ou ces dernières décennies, et ça veut dire qu'il faut être encore plus impactant, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est passé de 12 secondes dans les années 2000 à 8 secondes. Alors, la dernière étude date de 2013. J'imagine que maintenant, on a encore réduit de quelques secondes. Donc, oui, les premières secondes sont clés. C'est comme ça qu'on accroche le viewer, et c'est clé d'être créatif dans ces moments-là. Et c'est dans ce sens-là que on parlait de TikTok, mais on a aussi tout un tas de partenaires qui nous accompagnent et qui mettent à disposition leurs spécialistes créa, leurs spécialistes médias, pour qu'on puisse trouver le bon catch, la manière d'accrocher dès les premières secondes et les premiers instants le viewer sur le contenu publicitaire qu'on va lui exposer. Alexandre, vous vouliez réagir, et après je voudrais finir avec Florian parce que l'heure tourne. Je vous écoute. Je crois qu'aujourd'hui, nous, et ce qu'on est en train de faire là ce matin, on est l'exemple même de l'évolution. C'est-à-dire, qui aurait pu imaginer il y a même un an qu'on aurait fait ça comme ça, avec nos qualités respectives, nos caméras plus ou moins propres, le contre-jour derrière moi ou la lumière au-dessus de Florian. C'est qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent qu'on leur parle vrai. Ce qui a tout changé une fois de plus encore, c'est ce téléphone. C'est qu'aujourd'hui, les gens se parlent comme ça, en selfie. On accepte que ça bouge. Ce qui est important, c'est le fond, avec la forme qui sera avec des outils. Oui, évidemment, si on n'entendait rien, ça serait problématique aujourd'hui. Mais voilà, la façon de parler a changé. Et évidemment, les marques ont compris que les budgets hollywoodiens avec un hélico qui passe au-dessus, maintenant, ça sera un drone, il y aura de l'iPhone et le message sera plus pertinent et correspondra… l'utilisateur ou le consommateur aura moins l'impression de « tiens, je vais te vendre encore quelque chose ». D'ailleurs, tu as déjà acheté un truc il y a 10 minutes et tu reprendras quelque chose dans un quart d'heure. Et nous, chez Yahoo, aujourd'hui, il y a des marques qui viennent nous voir et qui nous disent « vous avez un studio, est-ce qu'on pourrait réfléchir à un format où on aimerait faire passer telle valeur ?» Après, à nous de combiner les deux. Et je trouve ça assez génial que des rédacs comme la nôtre et des marques puissent se parler comme ça. Florian, également sur ces notions d'engagement. Et surtout, je voudrais qu'on monte parce que vous aviez sélectionné une dernière opération qui avait été faite par TikTok, qui montre justement cette capacité que vous pouvez avoir à aller sur la création. Je ne sais pas si on peut la montrer et si on peut réussir à la montrer, ce serait intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors très rapidement, c'est un manifesto autour du RSE. Alors je pense que cette notion elle va être renforcée par la crise économique et sanitaire qu'on a traversée en 2020 et qu'on peut potentiellement traverser sur les prochains mois. Nous, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les plus jeunes utilisateurs, et notamment, ils étaient en recherche de valeurs sociales, sociétales, d'engagement, de respect et d'authenticité en termes de relations aux marques et aux annonceurs. Et du coup, je sais pas s'ils sont là ou pas dans la salle, néanmoins, on voulait remercier les équipes du groupe Bell pour la vache qui rit, donc qui voulaient
autour des 100 ans de la vache qui rit. La vache qui rit, c'est une brand love, c'est le rire. Voulait soutenir une association en créant ce hashtag challenge qui s'appelle Un rire, un don. Donc, il n'y avait pas de rewards matériels. L'idée, c'était juste de créer une petite blague, remplir une jauge du rire. Donc, on avait fait un petit effet pour soutenir des enfants qui étaient hospitalisés. Et juste pour vous donner 2 chiffres avant de voir justement le poids de la créativité chez TikTok, mais chez tous les acteurs de notre écosystème, c'est qu'aujourd'hui, on est en capacité de générer 1,4 milliard de vues au niveau global, dont 1 milliard en France, et qu'accessoirement, cette opération a permis de redistribuer plus de 70 000 € à cette association. Donc, merci au groupe Bell et à ses agences Publicis et Providence du groupe Havas pour leur confiance. Et on se rend compte que finalement, avec un prisme créatif, des rewards qui ne sont pas matériels, en respectant les codes d'une plateforme autour de l'engagement et du RSE, eh ben, on peut faire des OP qui fonctionnent. Et la vidéo. Alors, j'espère qu'on va pouvoir regarder cette vidéo, si on peut la regarder pour terminer. Et je vous en profiter également pour vous remercier. Vous ai déjà parlé de ma passion pour les vaches et pour le fromage. Forcément, on aime bien la vache qui rit. Et que j'en rajoute sur les pâtes, dans la soupe. Les trois en même temps. Aujourd'hui, la vache qui rit, c'est 100 ans et un fil incroyable qui mix rire, fromage et bonne action. Donc forcément, je suis sur le coup, on active le filtre, on rigole, et puis en fait, la jauge qui est là, elle va se remplir. Ne riez pas comme ça. Quand la jauge est remplie au max, la vache qui rit transforme les rires en dons pour l'assaut Le Rire Médecin. En gros, vous avez juste à rire, mais soyez pliés quoi. On éclate, on explose. Et il faut que votre vidéo soit partagée, sinon les dons ne seront pas comptabilisés. On va essayer tout de suite avec mon pote Ben. Ben, ouais. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Je sais pas. Une souris. C'est bon. Mais allez, c'est bon. Wouh! Yes. La jauge est bien remplie. Hop, les dons sont faits. Et maintenant, j'attends vos participations. Vous ai-je déjà... Donc, on va arrêter là, merci. Au niveau global. C'est la preuve qu'on peut sortir de ces notions de durée de format quand on respecte les codes autour de l'engagement. Ça fonctionne et c'est le cas parfait. Merci beaucoup, merci messieurs pour ce moment partage d'expérience et de réflexion. On va arrêter là, on a déjà largement dépassé l'heure. Avec un rendez-vous d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, sur le site de Stratégie à partir de 11h, donc dans quelques minutes, débute la cérémonie sur le prix de l'innovation média. Je crois qu'un certain nombre de personnes qui ici sont concernées. Et puis, ça nous permettra de voir là encore la créativité. On voit que ça a été un mot très fort ce matin sur tout ce qui concerne la vidéo. On aura noté que la créativité est quand même à l'origine de tout. Ce que je retiens également, c'est que vous avez beaucoup parlé de la nécessité d'avoir du fond dans ce qu'on raconte. Et on voit que c'est de plus en plus important par rapport à cette profusion des images, de manière à avoir peut-être des contenus engageants pour ceux qui les regardent, engageants pour ceux qui les font. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver naturellement tout ce webinaire sur la chaîne YouTube de Stratégie. Et puis, rendez-vous pour les prochains événements. Mais allez sur le site de Stratégie à partir de 11h. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci beaucoup.